Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blessings et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire, un métier d'exception, aujourd'hui en compagnie de Marie, médecin généraliste dans le service de santé des armées. Alors, je vous invite déjà tous à me faire un petit coucou dans l'onglet chat pour me dire que vous allez bien, que vous êtes présents, que vous m'entendez et que ça fonctionne. Alors, bonjour Ophélie, bonjour Ruben, bonjour Marie. Ouh là là, ça va vite. Vous êtes très nombreux et je suis ravie de vous voir connectés. Alors, peut-être pour vous expliquer les règles de ce webinaire. Donc, ce webinaire va durer 1 heure. Pendant la première demi-heure, c'est moi qui aurai la chance de poser des questions à Marie pour revenir un petit peu sur son parcours, sur ce que c'est le service de santé des armées et pouvoir un petit peu échanger avec elle et vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur son quotidien et sur son métier. Et puis, les 30 minutes qui suivront, ce sera vous qui allez poser des questions à Marie. Donc, pour ça, vous allez utiliser l'onglet questions. Vous allez d'abord vous présenter. Donc, dites-moi quel est votre prénom, quel est votre âge, quelles sont les études que vous faites, à quel endroit. Et après, n'hésitez pas à poser votre question. Comme ça, quand je m'adresserai à Marie, je pourrai un petit peu contextualiser et personnaliser la question. Vous allez pouvoir voter les uns les autres pour les questions qui auront été posées. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser le moyen de voter, puisqu'en fait, ce que je ferai, c'est que je prendrai les questions les plus votées dans un premier temps. Et puis, on ira comme ça pendant 30 minutes et je poserai toutes les questions que j'aurai le temps de poser dans ce créneau-là. Donc, n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous intéressent le plus pour être sûr que ces questions-là seront bien mises en avant. Très clair. Du coup, peut-être vous rappeler qui on est chez Major Blessings et comment ça fonctionne. Donc, Major Blessings, en fait, on a créé l'entreprise autour d'une mission, c'est votre épanouissement professionnel. Et on s'est rendu compte que pour être épanoui, il fallait d'abord que vous soyez bien orienté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met les jeunes de 15 à 30 ans en connexion avec un réseau de 52 000 professionnels de tout métier et tout secteur d'activité pour vous aider à y voir plus clair sur les métiers. Et depuis 1 an, depuis la crise, on a eu cette idée de rajouter ces webinars pour vous faire découvrir un petit peu les métiers. Et donc là, je vais demander à Marie de me rejoindre sur scène. Donc, ravie, Marie, de vous voir. Je pense que tous les jeunes, et franchement, ils vous attendaient, Marie, et ils sont restés, ils sont toujours aussi nombreux qu'au départ. Donc, ils sont restés pour vous et ils vous saluent. Ils sont contents de vous voir. Donc, vous avez su ménager le suspense, comme on dit, et vous faire attendre. En tout cas, ravie que ça fonctionne et que vous soyez avec nous. Marie, je vous propose qu'on reprenne un petit peu le cours de ce qu'on avait prévu, en essayant d'aller peut-être un petit peu plus vite pour prendre aussi des questions. Et puis, on va terminer un tout petit peu plus tard que ce qui était prévu pour ceux qui auront du temps et qui seront prêts à rester avec nous. Du coup, Marie, la première question que j'avais pour vous, c'était de savoir un petit peu dans quel cadre, en fait, vous étiez rentrée dans le service de santé des armées. Est-ce que c'était un rêve de petite fille depuis le départ, 1, d'être médecin, et 2, dans les armées, ou pas du tout? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, donc moi aussi, je suis rentrée dans le service de santé des armées l'année de mon bac, donc j'avais pas tout à fait 18 ans. C'était pas particulièrement un rêve de jeunesse, et j'avais pas non plus de prédisposition familiale, comme comme ça peut être le cas pour certains. Je n'avais ni de militaire, ni de médecin dans ma famille en particulier. Alors, je voulais faire médecine. J'ai eu la connaissance du concours par le biais de certains professeurs de mon lycée qui encourageaient à passer des concours d'une manière générale. Donc, je l'ai passé, il se trouve que je l'ai eu. Et donc, je suis rentrée dans cette école et je m'y suis trouvée très bien. J'ai passé d'excellentes années de scolarité. Que ce soit la première année. Alors, la première année de médecine, on s'en souvient toujours avec émotions positives ou négatives. Mais là, vraiment des émotions très positives parce que c'était une année difficile d'un point de vue scolaire, universitaire, bien entendu. Je ne vais pas dire le contraire. Mais on avait la chance dans l'école du service de santé des armées d'être une promo très unie, d'essayer d'affronter ensemble ce moment difficile. Il y avait une vraie cohésion et je crois que ça c'est toujours une des forces de notre école et du coup non seulement c'était porteur d'un point de vue humain, mais également d'un point de vue scolaire et universitaire, hein, puisqu'il y a des taux de réussite en première année de médecine qui sont tout à fait honorables.
Et justement, Marie, peut-être pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre faire ses études de médecine dans le civil et faire ses études de médecine au sein du service de santé des armées? Oui, tout à fait. Le parcours en faculté est identique, simplement nous, militaires, avons des choses en plus, pour faire simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faculté de médecine militaire. Tous les étudiants militaires sont rattachés à une université de médecine. Bon, actuellement, du coup, maintenant, l'école est à Lyon. Moi, j'étais à Bordeaux, mais l'école n'existe plus, donc il n'y a plus qu'une école à Lyon, et les étudiants vont à la faculté de médecine de Lyon. Mais tout en étant donc militaire et en étant encadré par l'armée, c'est-à-dire en tout cas au début des études logé, nourri, blanchi entre guillemets. Donc, on a vraiment des facilités logistiques qui permettent en tout cas de passer la première année qui est un peu difficile plus facilement. Et puis de plus, on a un encadrement humain et puis un accompagnement humain qui est aussi le fait de la cohésion de la promo, comme je disais, qui est vraiment de qualité. Et puis alors, à côté de ça, on a aussi un certain nombre de formations un peu plus spécifiquement militaires ou médico-militaires, c'est-à-dire des formations militaires, l'équivalent de classe un petit peu, et du secourisme appliqué au combat, ce genre de choses qui est adapté petit à petit à la scolarité et au moment du cursus où on en est, pour arriver petit à petit à un bagage complet qui permet aux jeunes médecins militaires qui sortent des études d'avoir tout le bagage médical et militaire dont ils ont besoin. Et quand vous rentrez dans le cadre, donc quand vous rentrez au SSA, est-ce que vous avez, donc il y a un concours, des éléments qui vont aller après sur la suite de vos études qui sont liés à la médecine, mais est-ce qu'il y a aussi un concours qui est, ou des épreuves qui sont plutôt physiques ou en lien avec le côté militaire? Comment ça se passe? Alors, pour le concours d'entrée, lorsque moi je l'ai passé, il n'y avait pas d'épreuve physique. Je sais qu'il a été question d'en rajouter. Je ne saurais pas vous dire là une colle. Peut-être Lénaï qui est en train de répondre en disant qu'en effet, il y en a maintenant et on pourra revenir peut-être un peu plus tard dans les questions. Et donc, du coup, il y a un tronc commun de 6 ans en médecine, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, les 2 premiers cycles des études médicales sont réalisés en tronc commun. En ce qui me concerne, donc, je les ai faites à Bordeaux au sein de cette école. Et puis ensuite, donc les étudiants militaires passent comme les étudiants civils les épreuves classantes nationales pour ensuite choisir une spécialité et réaliser leurs années d'internat. Et donc, en ce qui concerne les étudiants militaires, les années d'internat sont réalisées en étant rattachées à un hôpital d'instruction des armées, donc un hôpital militaire. Il y en a 8 en France. La plupart des stages sont réalisés dans l'hôpital militaire, mais certains stages qui ne peuvent pas être réalisés en hôpital militaire, parce qu'ils sont bien spécifiques, sont réalisés dans des hôpitaux civils. Et donc, à la fin de vos études et de votre internat, si vous nous racontez un petit peu votre parcours, donc vous m'avez expliqué qu'il y avait un classement. Oui. Donc, à l'issue des études, tronc commun puis internat, il résulte d'un classement entre les étudiants qui est le fruit d'un grand nombre de choses que je ne vais pas détailler. Et on choisit notre affectation. Donc, en ce qui me concerne, moi je suis médecin généraliste et ce qu'on appelle pour les médecins militaires médecin d'unité. Donc, à l'issue des études, nous choisissons notre unité, enfin l'unité dans laquelle nous allons être affectés, ou l'antenne médicale maintenant dans laquelle nous allons être affectés. Et donc, ça se fait effectivement au placement. Et donc, dans votre cas, c'était une unité de l'armée de terre? Voilà, donc moi mon premier poste était en soutien d'une unité de l'armée de terre et d'une unité parachutiste. Donc j'ai été affectée à l'issue de mes études dans un milieu que je connaissais un petit peu parce que j'avais réalisé des stages déjà dans ce domaine-là. Et concrètement, en fait, c'est quel type de médecine que vous faites dans ce cadre-là? Comment ça se passe?
Alors, donc, en tant que médecin adjoint, sur les premiers postes, on réalise à peu près pour une moitié, grosse moitié de la médecine de soins au profit des militaires qu'on soutient, principalement. Donc, c'est beaucoup de médecine du sport et on est également amené assez rapidement à passer des qualifications en médecine d'urgence parce que ça fait partie intégrante de notre métier. Et en particulier, voilà, moi, je soutenais des activités parachutistes, donc il y avait pas mal de traumato, de médecine du sport, c'était intéressant. Et l'autre versant de notre activité en tant que médecin d'unité partout, c'est l'expertise. Donc c'est recevoir les militaires en visite systématique et déterminer s'ils sont aptes à être militaires et puis à certaines spécificités de leur métier, être parachutiste, partir en mission ou autre chose qui peut nous être demandée en appliquant des textes et des référentiels. Très bien. Vous avez eu l'occasion, Marie, dans votre carrière, de faire pas mal de missions extérieures. Oui. Est-ce qu'on peut revenir peut-être aussi, je crois que la première, c'était au Gabon. Voilà, la première mission que j'ai faite, donc c'était au Gabon, en soutien là aussi d'une unité de l'armée de terre parachutiste. Donc le Gabon était un territoire plutôt stable, hein, c'était pas une mission, une opération sur un territoire en guerre. Donc la force faisait des missions de présence, ce qu'on appelait des tournées de province. Donc ça m'a donné l'occasion d'accompagner les forces que je soutenais un petit peu dans l'ensemble du pays. C'était très intéressant, toujours du pays. Donc notre mission principale en opération est de soutenir les forces militaires françaises. Et là, en particulier au Gabon, on avait la chance aussi de soutenir les familles des militaires qui étaient affectés pour plusieurs années à cet endroit. Donc c'était intéressant parce que ça permettait de diversifier un petit peu l'activité, de faire de la médecine tropicale, pas mal également. Et puis à l'occasion, lorsqu'on peut, lorsque notre activité le permet et qu'on a les moyens et l'autorisation de le faire, il peut arriver de faire de la médecine au profit des populations locales. Il faut bien voir que c'est pas notre activité première ni notre mission première où que ce soit de faire de l'humanitaire. Il faut pas s'engager pour vouloir faire de l'humanitaire, très clairement. Mais parfois, par chance, on peut avoir des actions qui sont assez agréable et satisfaisante et avoir l'impression d'être utile aux populations. Ça peut arriver. Et donc, après le Gabon, qui était en effet pas un territoire en guerre, une autre expérience très différente, puisque là, vous partez en Afghanistan. Voilà. 1 an après à peu près, donc effectivement je pars en Afghanistan, là sur un territoire qui pour le coup était en guerre, et donc ça m'a permis de découvrir déjà le fonctionnement réel de nos forces en opération, d'être vraiment intégré aux opérations, puisque partout où on projette des militaires français, donc que ce soit sur des territoires en guerre ou non, hein, comme je l'expliquais, le service de santé est là, avec des équipes complètes, hein, médecins, infirmiers, auxiliaires sanitaires. Donc nous étions, avec mon poste médical, hein, dans lequel j'avais avec moi un infirmier et 2 auxiliaires sanitaires, nous étions rattachés à diverses opérations, diverses compagnies qui partaient sur le terrain. On allait un petit peu là où on avait besoin de nous. On a pu voir plusieurs types d'activités différentes et se retrouver confrontés éventuellement à de la médecine de guerre. Vous pouvez expliquer, Marie, ce que c'est un auxiliaire sanitaire, parce que je pense que médecin et infirmier, on voit bien, auxiliaire sanitaire, peut-être pas tout le monde. Donc dans le service de santé des armées, il y a beaucoup de professions différentes, donc les médecins, mais on a aussi des dentistes, des vétérinaires, des pharmaciens. Mais nous, en unité, on travaille donc principalement avec nos infirmiers, voilà, infirmiers militaires qui ont des spécificités, et avec des auxiliaires sanitaires qui sont, l'autre formulation, c'est de dire qu'ils sont brancardiers secouristes, donc c'est l'équivalent un petit peu des brancardiers, sauf qu'ils ont vraiment des spécificités techniques et des qualifications qui vont au-delà du simple métier de brancardier. Et donc on forme des équipes souvent très soudées, en particulier en opération et sur ce type d'opération. On est préparés ensemble avant la mission par des stages de mise en condition de blessés de guerre, de médicalisation en milieu hostile, c'est-à-dire qu'on va pratiquer
ce qu'on appelle du secourisme au combat, avec des techniques, du matériel spécifique. On s'entraîne avec le matériel qu'on va avoir à utiliser sur place, et en essayant de respecter des procédures bien standardisées et connues de tous, de manière à pas se laisser prendre par l'effet de surprise ou la sidération lorsqu'on prend en charge un ou plusieurs blessés de guerre. Donc ça, c'est vraiment des formations qui sont extrêmement intéressantes et très complètes, et qui, petit à petit, depuis quelques années, et avec la situation sécuritaire qui est maintenant celle qui est la nôtre en France, c'est des formations qui, petit à petit, sont transposées au milieu civil, au secourisme civil, qui sont enseignées chez les pompiers. Voilà. Et donc, vous me disiez que c'était aussi une mission qui était liée à l'armée de terre. Et cette mission-là, à la fois au Gabon et aussi en Afghanistan. Et après, vous avez fait une mission en Centrafrique. Oui. Donc ensuite, je suis repartie en Centrafrique, où c'était en 2012, donc avant que la guerre civile dont on a beaucoup parlé éclate. Donc c'était déjà un pays très pauvre et très instable. Mais le fait que la situation sécuritaire ne soit pas trop dégradée m'a permis de faire des choses extrêmement intéressantes en termes de médecine tropicale, pour le coup, que ce soit au profit des militaires que je soutenais, sans rentrer dans les détails, mais j'ai eu l'occasion de faire, donc là encore, une tournée de province, donc c'est-à-dire un petit voyage dans le pays avec l'unité militaire que je soutenais, et qui là avait une visée humanitaire. Cette fois-ci, encore une fois, je vous dis, c'est pas notre mission prioritaire, mais ça arrive qu'on soit amené à le faire, au profit de populations de pygmées dans le fin fond de la forêt équatoriale en Centrafrique, où on avait donc prévu de traiter une maladie archaïque qui s'appelle le pian, qui n'est présente encore que dans ce type de population très reculée, et où là, pour le coup, on avait une vraie action prévue, validée de traitement et de prévention d'une maladie qui existait, puis qui laissait vraiment des séquelles chez les personnes qu'elle atteignait. Donc, je me suis retrouvée dans des situations à être dans une petite cahute à faire des injections d'antibiotiques avec une cinquantaine de personnes, de tout petits pygmées, habillés de couleurs vives, avec les femmes qui portent les enfants sur le ventre, vraiment avoir l'impression d'être complètement au bout du monde. Et c'était le cas. Et c'était merveilleux. C'est un très beau souvenir que je garderai, chose que j'aurais jamais imaginé faire si j'avais fait un autre métier. Et même en faisant ce métier, d'ailleurs. Vous nous faites voyager, la Marie. En effet, c'est des situations différentes à chaque fois. Et on voit aussi des belles opportunités de voyage et de rencontres qu'on n'imagine pas forcément au départ dans le cadre de vos missions. Et donc, après la Centrafrique, qu'est-ce que vous faites? Alors ensuite, je me suis mariée. Enfin, je me suis mariée un petit peu avant la Centrafrique, et puis après j'ai eu 4 enfants. Voilà. Donc j'ai un petit peu mis sur pause les départs en mission. Et donc j'ai continué cependant à honorer mon poste de médecin d'unité. Petit à petit, prenant de l'ancienneté, je me suis retrouvée à être responsable d'antenne, et donc à non seulement faire le travail quotidien dont je vous parlais au début, la médecine de soins, la médecine d'expertise, mais en même temps à gérer des équipes qui étaient dans des antennes de plus en plus grosses, si bien qu'aujourd'hui, donc je suis dans une antenne qui soutient toujours des unités de l'armée de terre, comme depuis le début, et là je gère une équipe d'une 30aine de personnes, donc médecins, infirmiers, auxiliaires sanitaires, sur 2 sites différents. Donc ce que j'aurais pas forcément imaginé faire au départ, lorsque je me suis engagée et lorsque je faisais mes études de médecine, des compétences que j'ai appris à approfondir petit à petit avec le temps et l'expérience, et qui sont c'est une activité qui est également très très satisfaisante, parce que ça permet avec l'humanisme, qui est une qualité qui fait partie je pense, qui nous engage à faire ce métier, me permet d'accompagner les gens qui travaillent avec moi et d'essayer de les orienter au mieux, au vu des compétences dont ils disposent et des besoins du service. Et c'est quoi la suite pour vous, Marie?
Pour le moment, c'est de rester dans ce type de poste en unité, à faire donc et du soin et du management. Ensuite, on verra un petit peu ce que l'avenir me réserve, mais je peux rester dans cette filière-là et continuer à faire du soin jusqu'à la fin de ma carrière si je le souhaite. Et sinon, je peux éventuellement, dans quelques années, accéder soit à des postes de direction, soit ou dans des directions, des postes un petit peu de gestion de l'organisation du service de santé. Voilà. Mais il n'y a pas. Je pense qu'une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de carrière identique Non, dans le super. de santé, très clairement. Et que même si, bien sûr, en tant que militaire, on a des contraintes, je ne vais pas le cacher, parce que je n'ai pas beaucoup parlé des contraintes, effectivement, jusque-là. C'était ma prochaine question, donc vous. Voilà, bien sûr qu'on en a, mais ça n'empêche pas d'une part d'avoir une vie personnelle épanouie, comme moi j'ai la chance de pouvoir avoir, et d'autre part d'avoir un petit peu une main sur son parcours, j'ai envie de dire. On peut très bien savoir ce qu'on a envie de faire dès le départ et dès même avant ses études. Ce qui est sans doute un atout, mais on peut aussi avoir envie de s'adapter à ce que la vie nous réserve. Je pense que ça a été beaucoup mon cas. Apprécier simplement son métier lorsqu'on le fait et puis savoir accueillir les opportunités qui viennent. Je pense qu'en tout cas, les capacités d'adaptation sont une vraie plus-value dans notre métier, un vrai prérequis à l'envie de faire ce métier. Parce que on peut avoir une idée préconçue du métier. Enfin, c'est rare d'ailleurs des gens qui ont une idée préconçue de ce métier parce que c'est un petit peu vaste. Mais même en ayant une idée, en étant bien renseigné, on n'a peut-être aucune idée de ce que sera réellement notre carrière. Et comme je vous l'ai expliqué, je pense que vous l'avez compris, moi, il y a des tas de choses extraordinaires que j'ai faites dont j'aurais même pas rêvé parce que je n'aurais pas pensé que c'était des choses qu'on pouvait faire. Donc voilà, non, et en ça, je remercie beaucoup le service de santé parce que j'ai de très belles opportunités. Super. En tout cas, merci Marie d'avoir partagé avec nous votre parcours jusqu'à maintenant. Je propose de passer aux questions des jeunes. Elles sont nombreuses et je vois qu'il y a pas mal de votes. Donc, si vous n'avez pas voté, n'hésitez pas à aller le faire pour que je puisse prendre les questions dans l'ordre. Donc, j'ai Suzanne qui passe le concours d'entrée à l'école de santé des armées cette année. Elle étudie à Biarritz et elle vous demande si, Marie, vous pourriez nous décrire une de vos journées types actuellement dans votre service. Actuellement, d'accord. Très bien, oui. Alors, une journée type, la plupart des journées qui commencent, un petit peu avant 8 heures, commencent par une séance de sport. Donc ça, je n'en ai pas parlé, mais on a la grande chance d'avoir le devoir, en tant que militaire, d'entretenir notre condition physique. Donc c'est souvent du footing, mais ça peut être d'autres sports. Ensuite, le matin, de 9h30 à midi et demi, selon la demande, ce sont des consultations. Donc, comme j'expliquais, du soin de militaires. Donc, on a la chance de soutenir plutôt des personnes jeunes en bonne santé, mais qui ont quand même aussi des problèmes de santé parfois. Donc, pas mal de médecine du sport, de traumato parfois. Donc, on consulte principalement les militaires, mais nous avons d'autres ayants droit, qui sont les familles de militaires, qu'on voit parfois, ainsi que les anciens militaires, les retraités, et les civils qui travaillent au profit des armées. Ensuite, on déjeune. Et l'après-midi, ce sont les visites d'aptitude. Donc là, donc ça concerne les militaires. Les militaires viennent dans l'antenne, ils font tout un circuit de biométrie qui est fait en général par les auxiliaires sanitaires, donc test de vision, d'audition, pesée, mesure, etc. Et ensuite, ils passent devant le médecin, donc un de mes adjoints ou moi, et là, on détermine leur aptitude à venir et sur leurs diverses fonctions pour 2 ans en général. Voilà. On a aussi d'autres visites d'aptitude qui sont les visites avant départ en mission pour les militaires qu'on soutient, ou les visites de retour lorsqu'ils rentrent pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'événements de santé particuliers ou d'événements traumatisants qui mériteraient un suivi.
Voilà. Intercalé dans ma journée, je me réserve pas mal de temps de management, de gestion de mon équipe ou de conseil au commandement, des unités que je soutiens. Et nous intercalons également dans nos journées en ce moment des séances de vaccination contre la Covid. Voilà, par exemple, cet après-midi, nous avons vacciné entre 25 et 30 personnes. Voilà, donc c'est principalement, là pour le coup, mes infirmières qui s'occupent du geste technique, mais qui viennent régulièrement me poser des questions pour savoir si on peut vacciner un tel ou un tel. Et puis moi, je communique vis-à-vis des personnels qu'on soutient pour parler un petit peu de la manière dont on gère la campagne de vaccination. Ça, c'est en ce moment, quand vous n'êtes pas en mission. Oui. À quoi ressemble une journée en mission? Et j'imagine qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, mais là, vous avez quand même une journée qui est assez classique, j'ai envie de dire, et avec des horaires assez réguliers. En mission, il n'y a pas d'horaire, on suit ce qui se passe et on gère comme on peut. Enfin, comment ça marche? Alors, en mission, effectivement, c'est impossible de vous donner la composition d'une journée type parce que chaque journée est trop différente. Pour autant, je ne vais pas vous dire que chaque matin on se lève et on ne sait pas du tout ce qui va arriver et si on va se faire tirer dessus ou si on va. C'est pas le cas. Même dans les territoires en guerre, on passe pas tous ces jours à se faire tirer dessus. Il y a beaucoup d'activités programmées là aussi, parce que sur la plupart des camps où on est en mission, il y a des infirmeries qui sont la plupart du temps même en dur, qui sont bien installées, donc on soigne les gens viennent en consultation, on les suit pour des soins s'ils ont des soins. Il y a des équipes, quand on est sur des camps où il y a plusieurs équipes médicales, les équipes se relèvent pour faire des permanences. Les équipes qui ne sont pas de permanence vont peut-être préparer leur prochaine mission. Donc les postes médicaux suivent les unités qui partent en mission. Mais ça se programme en fait. En général, on sait que, par exemple, j'ai plusieurs de mes infirmières là qui sont actuellement en opération. Je les ai eues au téléphone il y a une dizaine de jours. Elles savaient qu'une semaine après, elles partaient en mission pour 3 semaines sur le terrain, donc elles étaient en train de préparer ça. Enfin, ça se passe comme ça. C'est un rythme qui est complètement différent de ce qu'on peut vivre en métropole, mais il y a quand même un rythme. Il y a bien sûr des imprévus et des inattendus tous les jours, mais ça j'ai envie de dire ici dans mon antenne en métropole aussi. Mais voilà, il y a quand même une organisation de l'activité partout où qu'on soit. Très clair. On a Maëlle qui est actuellement en 3e année de médecine dans le civil, qui voulait savoir si des médecins civils qui signeraient un contrat avec le SSA pouvaient partir en OPEX au même titre que les médecins des armées. Alors, on peut tout à fait, le service de santé des armées recrute des médecins déjà formés ou des médecins en cours de formation d'ailleurs. On peut s'engager maintenant à quelques niveaux d'études que ce soit. Donc, c'est tout à fait possible dès l'année prochaine, Maëlle. Et effectivement, dans ce cas-là, la différence, c'est que ces médecins qui sont recrutés après formation commencent en général par signer des contrats. Donc, ils ne sont pas, ils n'ont pas un contrat aussi long qu'on peut avoir nous, qui avons été formés en étant déjà militaires. Mais tout à fait, ils peuvent tout à fait partir en mission au même titre que les médecins de carrière. Et d'ailleurs, je parlais de mes infirmières tout à l'heure. Le médecin qui est avec une de mes infirmières est un médecin qui est sous contrat, qui est militaire depuis quelques années seulement et qui est actuellement en opération, comme pourrait l'être un médecin de carrière. Mais du coup, juste pour reprendre la formulation de la phrase de Maëlle, elle dit, est-ce que des médecins civils qui signent un contrat avec le SSA, quand on signe un contrat avec le SSA, on devient médecin militaire? On devient médecin militaire, oui. Il y a quelques cas très particuliers de médecins civils qui travaillent au profit du service de santé des armées, mais ce sont par exemple des médecins du travail, donc qui pour le coup ont beaucoup moins d'activité opérationnelle. Mais le médecin généraliste, le médecin d'unité qui fait le même travail que celui que je fais moi et qui part en mission, il est militaire. Parfait. Alors, ça va un peu rejoindre la question d'Hugo, qui a 25 ans, qui est externe en 6e année et qui aimerait devenir urgentiste. Il nous dit qu'il n'a pas eu la chance de faire l'école de santé des armées, mais qu'il souhaiterait devenir militaire d'active.
Donc, ce que vous avez dit, c'est que d'abord, on va devenir sous contrat, enfin, on va avoir un contrat dans un premier temps et peut-être éventuellement après, on devient d'actif. Comment ça marche? Alors, quand on s'engage et qu'on signe un contrat avec le service de santé des armées, on est d'active. On est d'actif. On n'est pas de carrière, qu'on n'est pas d'active. Alors, effectivement, il y a deux choses différentes, et ça, je n'en ai pas parlé, c'est des militaires de la réserve opérationnelle. Donc, un médecin déjà formé, ou en cours de formation d'ailleurs, peut tout à fait souscrire un contrat avec le service de santé des armées pour être réserviste. Auquel cas, il va simplement faire un certain nombre de jours de réserve par an. Pour le coup, là, c'est très libre et il n'y a pas de nombre de jours imposés. Il y a des contrats avec un certain nombre de jours, mais on n'est pas obligé d'honorer les 30 ou 60 jours de contrat annuel. Et pour le coup, là, c'est un complément d'activité par rapport au reste de son activité. Donc ça, c'est la réserve. Et pour le coup, on a aussi également besoin de médecins de réserve dans les antennes médicales, comme celle où je travaille, mais aussi éventuellement dans les hôpitaux ou dans d'autres structures. Et ces médecins de réserve, ou ces infirmiers de réserve d'ailleurs, hein, ça vaut pour tous les métiers du service, peuvent également partir en mission. Mais pour le coup, là, c'est plus pour eux une question d'organisation, parce que le médecin réserviste, bon, ben, il a aussi un autre métier à côté, il travaille à l'hôpital ou dans un cabinet. Il faut juste qu'il puisse se libérer pour, c'est en général au moins 2 mois. Nos missions à nous, c'est en général, c'est 4 mois. Elles peuvent être coupées en deux, d'ailleurs, même pour certains militaires d'active, en particulier pour des mères de famille, comme moi, par exemple, parce que c'est plus acceptable pour une famille de mois que 4 mois. Et de même, pour un médecin réserviste qui a une activité, qui a son activité principale en parallèle, c'est plus acceptable de se libérer 2 mois que 4 mois. Donc ça, c'est possible aussi. Ouais. Bien sûr. Chloé, qui est en 3e année de médecine, et elle veut savoir s'il y a des passerelles pour rejoindre l'école de santé des armées une fois qu'on a commencé un parcours dans le civil. Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, on peut s'engager dans le service de santé des armées maintenant, quelle que soit l'année d'études, enfin le parcours antérieur et l'année d'études. Parce qu'auparavant, les passerelles étaient ponctuelles. Il y avait une passerelle en 3e année, une passerelle après l'internat, je crois. Et là, c'est chaque année d'études, en fait. On peut rentrer à l'ESA après, pour la première année de médecine, comme la 2e, la 3e, la 4e et jusqu'au bout. Tout à fait. Moyen de rejoindre. Voilà, c'est ça, avec des contrats qui, du coup, sont personnalisés en fonction du parcours préexistant. Ok. On a beaucoup de questions qui reviennent et qui sont un peu les mêmes. Donc, Manon, j'ai bien vu ta question, mais je crois qu'on y a déjà répondu un petit peu avant. Donc, tu peux faire tes études de santé, de médecine dans le civil et après t'engager dans le SSA. Ça, c'est pas un souci. Il y a Charlotte qui a 17 ans et qui vient de passer les écrits pour entrer à l'ESA. Et donc, du coup, elle se prépare pour l'entretien et elle est preneuse de vos conseils, Marie, pour cet entretien. Bon, je pense que déjà, pour commencer, il faut être simplement soi-même et honnête avec ses motivations. Tout ce que je pourrais dire, c'est que si mon discours vous motive et si vous avez bien compris qu'on ne peut pas avoir vraiment d'idées préconçues sur quelle sera votre carrière en tant que médecin militaire. C'est très difficile parce que vous serez formé dans 10 ans. Que sera le monde et l'armée et le service de santé dans 10 ans, c'est impossible à savoir. Mais une chose est sûre certainement, c'est que des expériences extraordinaires à faire, il y en aura toujours, et que si vous avez les capacités d'adaptation dont je parlais, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de servir votre prochain et la France en faisant ce métier, et bien vous serez toujours à votre place. Et je pense que, entre guillemets, c'est ça qu'il faut vendre, parce que c'est ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont envie de servir, qui sont humanistes, parce qu'il faut aussi être humaniste pour faire ce métier, hein, pour toute profession de santé, de manière générale. Et ben vous serez parfaitement dans ce cas-là adapté au poste. Bon, il faut aussi être bon en maths, en physique, en chimie pour réussir la première année de médecine. Ça aussi, c'est certainement une chose qu'on va vous demander à l'entretien. Mais voilà, je pense l'ouverture d'esprit,
l'envie d'aller de l'avant, le dynamisme et la capacité d'adaptation. Et je rappelle aussi le conseil de Lénaïque tout à l'heure, c'était n'hésitez pas à mentionner que justement vous êtes venu poser des questions à Marie, que vous êtes renseigné, peut-être que vous avez rencontré les ambassadeurs du service de santé des armées sur My Job Glasses. C'est aussi des éléments de motivation qui montrent que vous vous êtes intéressé et que vous savez un petit peu dans quoi vous vous engagez, que c'est quelque chose qui vous plaît parce que justement Marie vous a inspiré et que Marie vous a donné des éléments sur votre futur dans lequel vous vous projetez. J'ai Agathe qui a 23 ans, qui est en 5e année de médecine dans le civil et qui demande quelles sont les spécialités à privilégier à l'ECN. Alors, je veux bien de l'aide sur l'ECN. Si l'on projette de devenir médecin militaire pour un recrutement sous le statut d'interne. Alors, l'ECN, ça veut dire l'examen classant national. C'est ce qu'auparavant, il y a longtemps, on appelait l'internat. C'est l'examen qui permet de classer les étudiants et de choisir leur spécialité. Alors, donc, dans le service de santé des armées, nous avons un grand nombre de spécialités qui sont représentées. Pas toutes, parce qu'il y a certaines spécialités comme pédiatre ou gynéco-obstétricien qui sont très peu représentées, parce que, bon, de fait, on a moins de besoins pour le service. Mais cependant, nous avons un grand nombre de spécialités médicales, il y a des dermatos, il y a des néphrologues, il y a bien sûr des chirurgiens, des anesthésistes. Bon, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez effectivement imaginer qu'on a moins besoin de dermatologues que d'anesthésistes réanimateurs, par exemple, dans les spécialités. Parce qu'en fait, comment faut-il réfléchir? Il faut se dire de quoi a-t-on besoin? Bon, d'une part en métropole, bien sûr, mais surtout en opération. Et quel intérêt y a-t-il à faire le métier de médecin militaire, si ce n'est justement de potentiellement être projeté en opération. Donc effectivement, alors déjà la grosse majorité des spécialités que l'on rencontre parmi les médecins militaires, ce sont les médecins généralistes, puisque la médecine générale est désormais une spécialité. Donc, effectivement, en tant que médecin généraliste, vous n'aurez aucun problème à être recruté par le service de santé des armées si c'est votre souhait. Et puis, vous aurez surtout le plus large panel d'activités et de carrières devant vous. Parce que, comme je vous expliquais, on a un grand nombre de possibilités de carrière. Vous avez le choix de vous orienter vers vraiment plein de choses. Ensuite, parmi les autres spécialités, vous avez donc tout ce qui est chirurgical, donc anesthésie réa et chirurgie, puisque sur le terrain, on a besoin d'hôpitaux de campagne dans lesquels on aura des anesthésistes et des chirurgiens. On a besoin aussi de beaucoup de psychiatres, puisque nos militaires vivent des choses pas toujours faciles, et donc les psychiatres militaires traitent beaucoup de traumatismes psychiques ou de conséquences de traumatismes psychiques, ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs, et une vraie spécificité du service de santé des armées. Voilà, c'est vraiment une part de spécialité qui est intéressante, je pense. Alors on en voit aussi beaucoup en médecine d'unité, mais on a de très bons spécialistes. Une autre spécialité qui est très représentée et dont on a vraiment beaucoup besoin, et qui là encore est une vraie spécificité, c'est la médecine physique et de réadaptation, donc les rééducateurs, en gros. On a des services de rééducation dans tous les hôpitaux militaires. Alors pour le coup, ces spécialistes-là sont beaucoup moins appelés à partir sur le terrain, voire pas du tout, mais ils sont appelés à prendre en charge tous les blessés, tous nos blessés, et on a là encore vraiment la chance d'avoir des prises en charge de très grande qualité. Voilà. Et ensuite, on va avoir donc toutes les autres spécialités médicales, cardio, pneumo, médecine interne, rhumato, néphro, donc on en a quelques-uns, mais beaucoup moins. Et là, pour le coup, le recrutement va être peut-être plus difficile, et puis surtout, il y a moins de comment dire, c'est pas qu'il n'y a pas de cohérence dans le parcours, mais le besoin est moins prégnant, quoi. Alors, j'ai une question d'Astrid. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, Marie, mais on va tester. Elle s'appelle Astrid, elle a 17 ans, elle est de Toulouse et elle voudrait savoir comment vous vous êtes préparée physiquement pour les tests d'entrée à l'ESA. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Marie, il n'y avait pas de test
physique à l'époque où vous êtes rentré à l'ESA. Est-ce que vous avez une idée de quels sont les tests ou pas du tout? Et à ce moment-là, on va répondre dans le chat, peut-être s'il y a des personnes qui ont la réponse pour Astrid. Alors, je vois que certaines personnes avaient répondu qu'il y a natation, traction, demi-cooper, gainage. D'accord. Pas de natation cette année, je crois, avoir lu ça. Ah bah oui, effectivement. De fait. Voilà. Alors, je ne connais pas les barèmes exacts. Je suppose que ça doit se rapprocher un petit peu des... Alors, pour tous les militaires, hein, et donc les militaires du service de santé des armées aussi, nous avons tous les ans des évaluations sportives, hein, dans lesquelles il y a effectivement, maintenant ça a changé, mais il y avait un Cooper. Donc un Cooper, c'est courir 12 minutes le plus vite possible. Voilà, et des épreuves de renforcement musculaire. Donc ça peut être soit des tractions, soit des pompes, soit des cordes. Mais maintenant, je crois que les cordes ont disparu. Bon, alors comment vous entraîner? Je sais pas, il faut savoir exactement ce qui est demandé. Et puis, par exemple, il y a très probablement une épreuve de course à pied de résistance. Donc là, il faut s'entraîner en faisant de la course à pied en fractionné, tant que possible. Bon, voilà. En tout cas, ce que l'ensemble des militaires qu'on reçoit dans ce webinaire nous disent, c'est que généralement, les tests d'entrée sont accessibles à tout le monde et que si on s'entraîne bien, voilà, on ne demande pas d'être champion d'athlétisme pour rentrer dans l'armée et que voilà, si on s'est bien préparé et on a prévu les choses avant, et je vous parle de personnes qui sont entrées dans la Marine nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air. Donc j'imagine que ça doit être le cas aussi dans le service de santé des armées, d'autant plus. Voilà, il faut bien s'entraîner, mais c'est pas non plus quelque chose qui est hyper compliqué et réservé qu'à certains. Tout à fait. Parfait. Mathilde, qui a 20 ans et qui est en 2e année de médecine à Lille, nous dit qu'elle souhaiterait passer le concours collatéral pour entrer en 4e année de l'ESA, mais qu'elle voulait savoir comment ça se passe pour rattraper la formation militaire. Est-ce qu'en 4e année, c'est aussi un externat comme dans le civil? Alors, à moins que ça n'ait changé. Alors, je ne connais pas le cursus précis, hein. Le mien date un petit peu de fait. Donc, les formations militaires, je pense qu'elles seront rattrapées au moment de l'entrée. Potentiellement, les gens qui rentrent en collatéral de cette manière-là doivent peut-être faire la formation initiale, qui doit durer peut-être 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, avec les jeunes qui rentrent au niveau du concours. Donc ça, c'était pour la formation militaire. Quelle était l'autre partie de la question ? Et donc, je voulais savoir comment ça se passe pour rattraper la formation militaire et est-ce qu'en 4e année, c'est aussi un externat comme dans le civil? Alors, pendant les années de tronc commun et l'externat, effectivement, ça se rapproche tout à fait de l'externat civil. Donc, certains stages probablement seront faits en hôpital militaire, mais comme toute la formation se fait sur Lyon, l'hôpital militaire de Lyon ne peut pas absorber tous les externes militaires. Donc, effectivement, la grande majorité des stages se fait en hôpital civil ou sur les terrains de stage extérieurs, s'il y a des stages chez le médecin généraliste ou dans d'autres structures. Oui, en tout cas, la formation universitaire jusqu'à la 6e année est calquée sur et la formation civile, puisque vous êtes rattaché à la faculté, aux facultés de médecine de Lyon, puisqu'il y en a plusieurs. On a Marine qui a une bonne question. Donc, elle a 17 ans, elle est en terminale à Castelnaudary, et elle nous dit qu'elle s'est inscrite pour passer le concours de cette année et tenter d'intégrer l'ESA. Mais si toutefois elle n'était pas acceptée, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire en septembre, en attendant, j'imagine, de repasser les tests l'année prochaine? C'est quoi la bonne option? C'est difficile à dire. Je pense pas que attendre une année de plus pour repasser le concours soit nécessairement une bonne solution. Si j'imagine que donc elle est attirée par la profession médicale. Je pense qu'il faut qu'elle s'inscrive en faculté de médecine, qu'elle passe sa première année et qu'elle s'engage à l'issue, si elle souhaite toujours s'engager dans le service de santé des armées. Je pense que c'est le mieux, d'autant que, alors, à moins que je dise des bêtises, et pour le coup, peut-être Lénaïque me contredira dans ces cas-là, l'entrée à partir de la 2e année se fait sur dossier et non plus sur concours. Ok. On a une question très précise d'Emma, je ne sais pas si vous pourrez y répondre aussi parce qu'on va rester quand même assez généraliste. Emma, elle a 16 ans, elle est de Montauban.
et elle est atteinte d'une maladie orpheline qui n'a pas beaucoup d'incidence sur son quotidien. Et elle veut savoir si ça l'empêchera de faire chirurgienne militaire parce que c'est vraiment son objectif depuis maintenant 1 an. J'imagine que sans plus d'informations, c'est compliqué de répondre. Effectivement, là, je ne peux pas. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, au moment où on présente le dossier pour le concours, il est nécessaire de faire une visite médicale donc auprès d'un médecin militaire qui pourra, au vu de tout ce... Donc, je l'engage à bien apporter tous ces documents médicaux et à être absolument honnête parce que ça ne servirait à rien de ne pas l'être. Et à ce moment-là, on lui dira tout de suite, avant même qu'elle passe le concours, s'il y a des restrictions ou pas. Et comme ça, elle sera dès ce moment-là fixée. Et si c'est pas possible, dans ce cas-là, il faudra partir sur autre chose. Mais c'est une annonce qui doit se faire en consultation, donc il faut qu'elle prenne rendez-vous effectivement dans l'antenne médicale. Elle habite à Montauban, c'est ça que vous m'avez dit. Et donc, oui, Montauban. Bon, à Montauban, il y a une antenne médicale, donc ils pourront la recevoir. Ok. Astrid, qui a 17 ans et qui est en terminale à Toulouse, elle demande qu'est-ce qu'on apprend concrètement pendant les formations militaires, qu'elles soient initiales, complémentaires ou spécialisées, et ça se passe au travers de quelles activités? Alors, donc au tout début, il y aura de la formation militaire standard, c'est-à-dire que quand on arrive et qu'on est complètement civil, on apprend à mettre un treillis, on apprend à marcher au pas, on fait du sport aussi, pas mal de sport, on apprend à utiliser une arme, à monter, la démonter, faire du tir avec, la nettoyer, ça prend un peu de temps, tout ça. On fait diverses activités comme on apprend de la topographie aussi, par exemple, on apprend à lire une carte, on va s'orienter, on fait des cours d'orientation, il y a donc des activités militaires, c'est physique, mais rien d'insurmontable, hein, les formations sont quand même adaptées au public visé, à savoir les étudiants des écoles de santé. Donc ça, c'est la formation militaire purement militaire. Ensuite, petit à petit dans le cursus, on va avoir des formations médico-militaires. Et là, pour le coup, en fait, on est sur de la médecine ou du secourisme, ou un peu des deux, adapté à l'exercice dans les armées. Et donc là, c'est ce dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, c'est toutes les formations en secourisme au combat. Donc, on va apprendre à adapter ce qu'on a appris en médecine et en secourisme à une activité de combat. Et donc, à terme, après un certain nombre... Enfin, oui, à terme, faire des choses comme simuler des prises en charge de blessés sur le terrain, avec par exemple une section de combat de militaires qui joue les blessés et à relever, à prendre en charge des blessés grimés, à les mettre dans le véhicule sanitaire blindé, à les évacuer, à prendre une transmission au téléphone pour dire voilà, j'ai mon message d'évacuation à faire, je demande une évacuation pour un blessé qui a sauté sur une mine ou que sais-je. Voilà. Et en fait, à mettre en corrélation les compétences médicales et les compétences militaires pour pouvoir réaliser notre prise en charge de blessés, notre évacuation de blessés au mieux, au plus juste, au plus vite pour que nos militaires aient toutes les meilleures chances de survie devant eux lorsqu'ils sont blessés. Et c'est d'ailleurs c'est très intéressant de travailler de cette manière-là, déjà en équipe médicale, et c'est intéressant aussi pour les gens qu'on soutient, pour les militaires, de l'armée de terre en ce qui me concerne, mais pour tous les militaires qu'on soutient, de nous voir travailler et de voir qu'on est militaire, d'accord, on connaît, on sait prendre une transmission, à la limite, parfois on sait conduire un blindé, ou certains de nos personnels le font, nos auxiliaires sanitaires, mais on sait aussi bien les prendre en charge médicalement, et c'est rassurant pour eux de nous voir nous exercer, parce qu'ils savent que c'est nous qui partons en mission avec eux, et que s'il y a un pépin, on saura faire tout ce qu'il faut dans les deux sens. Alors, j'ai passé quelques questions qui étaient un petit peu les mêmes que des questions auxquelles Marie avait répondu, notamment sur les spécialités qui étaient possibles dans le cadre du SSA. On a Livia, qui est en 3e année de médecine à Marseille, et qui voulait vous demander si ce n'était pas trop difficile d'allier vie de famille et OPEX,
Et est-ce que vous voyez souvent vos enfants? Alors, vous, dans votre cas, Marine, on a compris que depuis que vous avez des enfants, vous n'êtes pas reparti en OPEX. Et vous pouvez aussi peut-être nous partager les éléments de vos collègues. Tout à fait. Donc effectivement, on fait un métier dans lequel il y a des contraintes, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas dire le contraire. Cependant, et je vais redire une autre chose que j'ai déjà dite, qui est que il n'y a pas de parcours identique, il n'y a pas de parcours standardisé, et les mères de famille, on ne les met pas dans une case où elles font plus rien. Et d'un autre côté, on ne les force pas non plus à partir en mission tous les ans. Voilà, vous avez bien compris, c'est mon cas. Donc, il y a un vrai dialogue entre les autorités du service de santé, enfin, la hiérarchie, et chaque personne pour savoir quelles sont les aspirations de chacun. Chaque année, on a une sorte de dialogue de gestion dans lequel on exprime nos desiderata en termes de mutation, d'activité, etc. Et puis la hiérarchie nous dit un petit peu quelles sont nos orientations. Mais quoi qu'il en soit, par exemple, on ne va pas imposer effectivement à une mère de famille de partir 4 ou 6 mois en OPEX régulièrement si elle ne peut pas s'organiser dans ce sens-là, ou si vraiment c'est pas possible à ce moment-là. Après, chacun fait des concessions. Par exemple, effectivement, le service de santé accepte, et c'est une des rares, les armées le font peu, accepte de couper des mandats en deux pour qu'on puisse ne faire que 2 mois si c'est plus acceptable d'un point de vue familial. À l'inverse, donc il y a, enfin, à l'inverse non, mais il y a effectivement des mères de famille qui partent en mission régulièrement. Parce que ça fait partie de notre métier et que c'est vrai que c'est quand même comme vous l'avez compris, hein, un aspect de notre métier qui est passionnant et que sans ça, sans cette expérience, on n'est pas tout à fait complet, hein, quand même. Et c'est vrai que concilier ces deux aspects ne sont pas forcément évidents parce qu'on sort des études de médecine au plus court, on a fait 9 ans. Donc, si on est rentré à 18 ans, on a 27 ans, 27, 30 ans. Bon, c'est un âge où, effectivement, pour une femme, on peut commencer. Soit on peut avoir déjà des enfants ou avoir envie d'en avoir. Donc, c'est pas évident. J'avais donc des femmes qui arrivent sur le marché du travail pour nous à un âge où elles sont déjà mères de famille. Et donc, elles peuvent concilier. Certaines arrivent très bien à le faire, à concilier 2 mois de mission tous les ans ou tous les 2 ans et leur vie de famille. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, les deux peuvent être épanouis. Hein. Moi, je ne me plains pas du tout. Oui, je vois mes enfants régulièrement. J'ai aussi un mari qui comprend bien les problématiques, qui est disponible. Il n'est pas plus disponible que quelqu'un d'autre. Il est d'ailleurs lui-même militaire, pour ne rien vous cacher, lui-même en opération actuellement. Donc voilà. Et donc moi, pendant 4 mois, effectivement, je suis toute seule avec mes enfants, mais ma hiérarchie a très bien compris ça et donc est un peu plus conciliante sur mes disponibilités pendant 4 mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment en permanence un dialogue et des adaptations qui se font en bonne intelligence. Alors, on va bientôt terminer parce qu'on a déjà pas mal débordé pour rattraper le temps. Non, il n'y a pas de souci. Les problèmes de connexion, je crois qu'on connaît tous ça et c'est un des enseignements de la crise aussi. Du coup, je vais prendre les 2 dernières questions que je vais vous donner d'un coup, Marie, et puis comme ça, on va clôturer. Vous nous avez dit que c'était pas un rêve de petite fille. Mais voilà, et du coup, Marie aimerait creuser un petit peu plus. Elle est en terminale à Avignon et elle dit ok, mais donc du coup, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu médecin dans les services de santé des armées? Comment vous avez connu? Pourquoi vous vous êtes engagée? Et la dernière question que je vais rajouter moi également, c'est quoi votre plus beau souvenir ou le moment dont vous avez été le plus fier? Comment est-ce que je me suis engagée? Donc, comme je vous disais, je voulais faire des études de médecine, mais je ne m'imaginais pas non plus être dans un cabinet toute ma vie et renouveler des ordonnances ou voir des entorses de cheville. Enfin, je vois beaucoup d'entorses de cheville en étant médecin militaire, et c'est une très belle pathologie. Mais voilà, je pense que j'avais peut-être envie d'un peu plus d'aventure. Je pense que je ne sais pas si
Oui, bien sûr. Peut-être que je rêvais d'aventure à 17-18 ans, mais c'est pas parce qu'on rêve d'aventure qu'on s'engage dans le service de santé des armées, je crois pas que ce soit ça. Mais j'avais peut-être envie d'être un peu surprise, un peu, oui, d'avoir un petit peu plus quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est certainement comme ça que que j'ai un peu fait le grand saut, parce que je pense que c'est certainement votre cas à tous. Si vous vous engagez dans le service de santé, ben en fait, même après m'avoir entendu parler pendant 1 heure, ben vous savez pas vraiment où vous mettez les pieds. Mais c'est ça qui est aussi stimulant, peut-être. C'est que même si vous ne savez pas exactement de quoi sera fait votre quotidien dans 10 ans quand vous terminerez vos études, ben vous pouvez vous dire que vous ferez quelque chose pour votre prochain déjà, puisque vous le soignerez. Et puis en plus avec un idéal quand même. L'idéal de servir, vous allez être utile à vos patients et puis aussi à votre pays en étant militaire. Voilà. Ça, je ne sais pas si ça rejoint tout à fait mes propres motivations quand je suis entrée. Après, très précisément, moi, j'avais envie de faire de la psychiatrie et bon, finalement, oui. j'ai pas terminé psychiatre, mais je suis très contente parce que je fais beaucoup de psychiatrie au quotidien, comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà, médecin généraliste, médecin d'unité, on peut faire, comment dire, on a des compétences très transversales, on fait des choses très diversifiées. Parfois, on aimerait approfondir plus certains domaines et on n'a pas vraiment le temps, mais c'est aussi ça qui est stimulant, c'est qu'on touche à plein de choses et c'est très intéressant. Voilà. Et pour votre meilleur souvenir ou ce dont vous êtes le plus fier? Mon meilleur souvenir, c'est peut-être ce dont je vous parlais, cette campagne de traitement du pian, petite maladie tropicale, hein, en Centrafrique. Enfin, j'en garde un très beau souvenir, très coloré, parce que c'était vraiment très dépaysant. Et donc, non seulement c'était beau et dépaysant et en plus utile, mais en plus, on avait un petit détachement donc, de militaires français avec qui on est parti faire cette petite mission, avec lesquels on avait Enfin, c'était une expérience humaine qui était très intéressante aussi. C'est-à-dire que j'en ai pas beaucoup parlé, mais lorsqu'on part en mission, ou dans quelques contextes que ce soit, hein, sur mes 3 missions, c'était le cas, on vit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des gens qu'on n'aurait pas forcément été amenés à côtoyer, et on vit des choses humainement très fortes, dont on garde des souvenirs, je pense, émus. Super. Merci beaucoup, Marie. Pour vous tous, et si j'ai pas pris vos questions, je vous prie de m'excuser, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a 50 ambassadeurs du SSA, y compris Marie, qui sont disponibles sur My Job Glasses et avec qui vous allez pouvoir poursuivre les échanges pendant 1 heure en tête à tête. Donc, préparez vos questions à l'avance, allez les voir pour soit compléter les informations que vous avez obtenues de Marie, soit Marie vous a donné envie d'en savoir encore plus, donc n'hésitez pas à aller la contacter. Ils sont disponibles sur My Job Glasses et ils sont ravis d'échanger avec vous et de vous partager, comme l'a fait Marie pendant 1 heure avec nous, la passion de leur métier. Pour vous dire aussi que dans 15 jours, on va rester un petit peu dans ce même univers, puisque on va innover aussi au passage. C'est pas une personne, mais 2 personnes que je recevrai. 2 officiers sous contrat encadrement de l'armée de terre. Donc, il y aura la capitaine Géraldine du 68e régiment d'artillerie d'Afrique et le lieutenant Geoffrey du 1er régiment de hussards parachutistes qui seront avec nous et qui vont vous expliquer aussi que si leurs études à la base ne les prédestinaient pas à intégrer l'armée de terre, mais ils sont ravis aujourd'hui d'occuper des fonctions d'encadrement, de management dans l'armée de terre et ils vous partageront aussi leur parcours. Vous aurez un replay qu'on va un petit peu retravailler pour enlever tous les petits problèmes techniques qu'on a eu au départ, qui sera disponible aussi. N'hésitez pas à le partager si vous avez des amis autour de vous qui seraient intéressés aussi pour avoir les informations que Marie nous a données. En tout cas, ça valait le coup de patienter. Merci Marie, on était enchantés de mieux connaître votre parcours et de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur vous et puis sur le service de santé des armées. Et comme le veut la coutume, je vais vous laisser le mot de la fin. Et puis, je suis preneuse aussi dans le chat des personnes qui me disaient qu'ils y voyaient très clair déjà sur le métier.
de savoir justement ce que les éclairages de Marie vous a apporté et de récupérer vos motivations. Merci à tous et puis je vous laisse finir Marie avec le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie tous également pour votre attention et vos questions. Et puis, j'espère vous avoir donné envie de faire ce métier et vous avoir donné envie d'être optimiste, parce que c'est vrai que la période ne porte pas forcément à ça. Mais je peux vous dire qu'on a la chance de faire un métier très humain où, malgré la crise actuelle, malgré le fait que ce soit difficile pour beaucoup de monde et pour beaucoup d'étudiants, je sais, nous, on continue à avoir du lien humain, à travailler pour l'humain et on espère qu'on va sortir plus fort de cette crise et voilà, et peut-être avec vous dans le service de santé. Super. Et encore merci Marie. Merci pour ce partage d'informations. Merci à vous tous qui avez été hyper patients, qui avez posé plein de questions. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Et puis, on vous envoie des informations. Si vous restez, vous allez être directement connectés avec les 50 ambassadeurs du service de santé des armées. Donc, n'hésitez pas à aller leur écrire. Merci Marie, merci à tous. Merci à Lénaïque aussi d'être venue prêter main forte à un moment donné. Et puis, à très vite. Merci à tous. Au revoir.